Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour cette séance de l'après-midi consacrée aux sections 55 et 36 de la Constitution. It will be a bilingual panel with the presenter speaking both in French and English. And we'll start with the presentation of Darius Bosse and Francois Larocque. And then we'll go to Karine Millaire. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Elles vont nous être transmises et je vais pouvoir les poser à la fin à la conférencière et aux conférenciers. Donc, do not hesitate to write questions in the chat and I will deliver them to the speakers. Alors, la première présentation est celle de Darius Bosse et François Larocque. Je vous les présente à l'instant. Alors, Darius Bosse est avocat chez Juris Power, un cabinet d'avocats national se spécialisant en contentieux de droit public. Il est également l'auteur de plusieurs articles scientifiques de droit public qui explorent des problématiques variées dans les domaines du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit des minorités, du droit de l'interprétation statutaire, ainsi que des droits de la personne. Et nous avons également avec nous François Larocque. François Larocque is a professor at the University of Ottawa's Faculty of Law, French Common Law Program. He is the author of numerous articles and book chapters on language rights and more recently of plaintiffs.ca, a web application that facilitates the transmission of language rights complaints to relevant Canadian authorities. Donc, c'est avec un grand plaisir que je leur cède la parole pour leur présentation sur la section 55. Merci, Darius et François, d'être avec nous. Merci. Alors, c'est moi qui va commencer le bal. I will be speaking in English first, and then Darius will complete the presentation in French. I'm going to give myself roughly 10 minutes not to go over, and here we go. Our talk is called, I think, formally Section 55 and the obligation to enact a French version of Canada's constitutional text. I think Darius agrees with me. This is definitely one of the most striking and little-known legacies of patriation, if I can make a link with the title of this conference. Section 55, that is. Section 55 is a very misunderstood, unknown provision of our constitutional document. It is the section that commands Canada to enact a bilingual constitution. Spoiler alert, it's not done yet. The work of patriation is incomplete. Now let me back up. For over 155 years, Canada has derived its legitimacy from a written constitution made up of 31 documents. Well, not all of them were enacted 155 years ago, but starting 155 years ago, 31 documents. The majority of those documents, including our foundational British North America Act, or modernly the Constitution Act of 1867, the majority of these documents have no legal force in the French language. Now, when the Charter of Rights and Freedoms was enacted in 1982, we enshrined the status of English and French as official language in our Constitution. Of course, the Official Languages Act made those two languages the official languages in 1969. But in 1982, we enshrined the status of those two languages, the official status, in our Constitution. And that's done, of course, in Section 16. It says English and French are the official languages. But not only are the official languages, they are equal in status, in rights, and in privileges. Now, if this is true, then it soon became obvious to the architects of constitutional patriation back in 1981-82 that the written constitution of a constitutionally bilingual country must too be bilingual, and it must also be binding in both official languages, hence Section 55. What does Section 55 say? I presume all of you have your constitutional acts on your screen or in your hand. But let me, if you don't, in case you don't, let me remind you what it says. It says a French version of the portions of the Constitution of Canada referred to in the schedule, so the list of 30 documents at the end of the Constitution Act, shall be prepared by the Minister of Justice of Canada as expeditiously as possible, and
when any portion sufficient to warrant action being taken has been so prepared, it shall be put forward for enactment by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada, pursuant to the procedure then applicable to an amendment of the same provisions of the Constitution of Canada. In French, it's worth emphasizing certain turns of phrase because that's the value of having bilingual enactments. So you can interpret them in reference to one another. It says, le ministre de la Justice est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, as expeditiously as possible, is dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figure à l'annexe, the 30 documents. Toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, as soon as it's ready, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le Grand Sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l'époque de la modification des dispositions constitutionnelles qu'elle contient. So that's what Section 55 says. So this was enacted in 1982. 2 years later, 1984, in partial fulfillment of this obligation, the Minister of Justice established the French Constitutional Drafting Committee. It was composed of some of the most esteemed and accomplished jurists, scholars, and jurilinguists of the day, including former Supreme Court of Canada Justice Louis-Philippe Pigeon, Senator Baudouin, Professors Gilles Rémiard from McGill, Alain-François Bisson from University of Ottawa, and about 15 other more people. And they all worked tirelessly from 1984 to 1990. 6 years they toiled, and they produced a French version of all these constitutional texts that are listed in the schedule. And not only, and if I can comment, not only a French version, a beautiful French version. They are, I would say, masterpieces of French judicial writing. And in 1990, when the work was done, the committee gave its report to the Minister of Justice of the day, the Right Honorable Kim Campbell, and she tabled that final report of the drafting committee in the Senate and the House of Commons. So, and this report included then the complete new French version of Canada's written constitution under Section 55. Now, the production, obviously, of these documents is the first part of Section 55. It's the first obligation, but it's not the only one, and it's definitely not the key one, is it? It will Section 55 remains unfulfilled and will remain unfulfilled until the new documents are enacted under the Great Seal of Canada, and I quote, pursuant to the procedure then applicable to an amendment of the same provisions. And here we are, more than 3 decades later, and we're still waiting for the Canadian government and the provincial governments, because obviously the Canadian government cannot act alone here, to act as expeditiously as possible. Agir dans les meilleurs délais, and adopt a fully bilingual constitution. Darius, Bosse, and I, and others, including, for instance, Linda Cardinal and Senator Serge Royal, have made it our personal mission to remind everyone in the last little while, that Section 55 exists and that Canada has been in breach of its clear constitutional obligation to enact a French version of our Constitution for over 30 years. It is, I think, a matter of national concern. Now, it may seem surprising that this happened, and why it happened. Why was Section 55 swept under the proverbial rug for over 30 years? My personal hypothesis is that, well, after the constitutional negotiations leading to patriation, and also the ones that led to the failed Meech Lake and Charlottetown Accords, well, after all this, the country was probably in a state of constitutional fatigue. And therefore, the question of enacting a bilingual constitution was put to the back burner in favor of other more pressing issues, such as the threat of Quebec secession, for instance. And this probably led to the issue not being looked at seriously. Now, I'm not going to say that it hasn't been looked at all. There was an attempt in the late 1990s to enact a French, to actually get the provinces to look at all these new documents that were produced and enact them, and at least to agree on the suitability of the translation. But ultimately, it failed. That attempt failed, in part
and for no small part because Quebec wanted nothing to do with the exercise, and therefore it was a non-starter. And so here we are. We have a section that commands the Canadian government and provinces to come together and agree and enact these French language texts of the Constitution. And it's frustrating. It's frustrating because obviously there's a clear rule of law issue here. The Constitution says jump, we should jump. If the Constitution says dance, we should dance. And here the Constitution says, well, we should enact a bilingual constitution, and we have not. And it's frustrating also because, well, especially when I consider the BNA Act, the Constitution Act of 1867, it's not that we didn't have one. We did. Back in 1867, one was prepared by a very famous parliamentary translator, Jean-Philippe Darius, and he produced a very good contemporaneous version of this constitution. And Etienne Cartier, Georges Etienne Cartier apparently revised it and was responsible for some terminological choices that were made in the French version. And it was actually, well, we surmise, sent to London as well for enactment. But in the final instances of drafting, when the British parliamentary lawyers were making the final changes, only the English version advanced. And this probably led to the case that only the English version of the British North America Act received royal assent. So we don't have an officially binding Constitution Act of 1867 because of an oversight. And to be clear, the British Parliament could have, as it did in 1982, enact a French Constitution for Canada. It did in 1982, didn't it? The Constitution Act of 1982 was enacted in both languages. It simply failed to do so. And other parts of the Constitution were enacted, of course, in Ottawa by Parliament and under Section 133 of the BNA Act. Those were enacted bilingually, but most of those 30 documents are not binding in both languages. And it's a problem as I said at the outset, in a constitutionally bilingual confederation. It matters too for symbolic reasons. It matters for matters of national unity when we think about the relationship between French and English in this country. And it matters also practically for lawyers and for law professors, such as myself. I teach this stuff. I teach constitutional law in French. I teach in the French common law program. And it pains me to have to remind my students every year that, well, no, we can't rely on these French translations of these documents just yet because, well, they're non-binding. They haven't been enacted. And as a lawyer, it matters as well because, well, it comes up in litigation from time to time. We still argue these terminological choices that were made in 1867 in the English document. And one case that I was involved in personally comes to mind is the Karine versus Alberta case. This was the case where Gilles Caron, an Albertan, so we're in Alberta right now, so I thought this example might bring it home for some of the audience. Well, Gilles Caron was challenging the state of affairs in Alberta, where Albertan statutes are only enacted in English. And I'm not going to go into the whole legal theory of that case, but it turned on the interpretation, in part, of not only the addresses that the Order in Council that made Rupert's Land part of Canada, but also the addresses that Parliament and the Senate made to Her Majesty the Queen in 1867 to secure that transaction. And in the address, in the English version of the address, the Parliament said that they would look after the legal rights of all the citizens situated in Rupert's Land once they were annexed to Canada. And in the French version, that was enacted in Ottawa in Parliament under the Section 133 of the BNA Act, it says legal rights was translated as les droits. More expansive, right? Les droits is a more generous term. And so there was some legal argument on this, but unfortunately, at the end of the day,
the French version that was sent to London was never enacted, so we had to rely solely on the English version. Would have been returned to the case? I'm not going to argue or lose too much sleep over that after now over 10 years, but certainly it's a problem. It's a problem that we have to forego a big part of our written constitution in the other official language. It's a problem that a written command in our constitution has been blatantly set aside for over 30 years. As I said, it's a rule of law issue. I think, Darius, my time is more than up. Please take it from here. Merci, François. Merci d'être ici, de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. I will be presenting in French in the spirit of sections 16 and 55, but I will be happy to answer questions in English afterwards. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Moi, ça me passionne, mais c'est également un privilège de représenter avec mes collègues chez Juris Power, le professeur Larocque, dans son recours avec le sénateur Joyal, ainsi que M. Marleau dans son propre recours. Deux recours qui visent essentiellement à mettre fin à l'impasse que François vient de mettre en lumière. Donc, François l'a dit à quelques reprises, it's a rule of law issue. C'est vraiment une question de primauté du droit ici. Alors, je vais recommencer avec peut-être une mise en contexte factuel. C'est clair de la preuve historique que depuis le début des années 70, il y a un consensus à l'égard de la nécessité d'abord de consolider les textes formant la Constitution du Canada, mais ensuite d'adopter la version française des textes qui sont jusqu'à-là unilingues. Il y a 17 textes constitutionnels en vigueur qui n'ont pas de version française, et puis ça crée une incongruité difficile à vivre avec lorsqu'on s'engage ensuite à déclarer la fédération officiellement bilingue. Alors, c'est ce qui se passe en 1982. Le Constituant adopte l'article 16 de la Charte qui proclame l'égalité, le bilinguisme constitutionnel du Canada. Mais à l'époque, vu le manque de temps nécessaire pour rédiger proprement la version française des 17 textes constitutionnels, le Constituant ajoute une disposition, l'article 55, à la loi constitutionnelle de 1982 et se dit que cette disposition-là va faire en sorte que les textes seront adoptés dans les plus brefs délais. François l'a dit, c'est toujours pas fait. Alors, il y a quand même un problème assez important ici. Quelques années après, il y a un comité qui est mis sur place, la version est préparée, effectivement, elle est rédigée. Et puis, le texte à l'époque est jugé, et je cite, là, impeccable. Tous les gens qui ont à commenter la version à l'époque ne trouvent que des coquilles. Il y a essentiellement aucun problème avec la version qui est préparée par le comité de rédaction constitutionnelle. Et cette version-là est rendue finale en 1990. Ensuite, la prochaine étape dans le dossier, c'est 1997. On voit là, il y a des pourparlers fédéral-provincial. Et puis, il y a vraiment une tentative à l'époque d'adopter, de s'entendre sur la version et puis d'adopter les résolutions constitutionnelles nécessaires pour faire adopter la version française des textes constitutionnels de la Constitution. Et puis, en 1998, par contre, le Québec avise officiellement le Canada que la province ne s'associera pas aux démarches pour faire adopter la version française de la Constitution. Alors, ce qui est évident entre le début des années 70 et la fin des années 90, c'est que le projet de se doter d'une constitution bilingue est la victime de négociations constitutionnelles infructueuses et ultimement du retrait du Québec dans le projet. Enfin, depuis la fin des années 90, il n'y a aucune action concrète qui a été prise pour que la version française des textes soit adoptée. Alors, l'impasse, c'est que la Constitution bilingue du Canada, bien qu'elle est censée exister de par la Constitution elle-même, n'existe pas. Alors, c'est un projet inachevé. Moi, je vais tenter
mettre en lumière quelques tentatives de solutions. Donc, devant l'impasse politique flagrant, il y a au moins 2 recours qui ont été déclenchés, et puis il y a des développements parlementaires. Donc, je vais commencer avec peut-être exposer les allégations mises de l'avant par le sénateur Serge Joyal et le professeur François Larocque ici, qui ont entamé une procédure judiciaire devant la Cour supérieure du Québec contre le procureur général du Canada et le procureur général du Québec. Dans leur recours, ils allèguent essentiellement que l'absence d'une version officielle française des textes constitutionnels porte atteinte aux articles 16 et 55 de la loi constitutionnelle de 1982. Alors, je ne veux pas répéter, relire en détail chacune des dispositions, mais on a l'article 16 qui proclame que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, et puis elles ont le statut droits égaux, donc, et privilèges égaux. Alors, on est censé avoir le même statut au Canada. Mais on sait qu'il manque 17 textes de notre propre Constitution qui n'ont pas force de loi en français. Alors là, c'est pour ça qu'on a l'article 55 qui, lui, charge le ministre de la Justice de rédiger dans les meilleurs délais la version française de ces 17 textes-là. Cette partie-là de l'article 55 est complétée. Il a été terminé en 1990. Alors, la version française existe depuis 1990. Par contre, la deuxième moitié de la disposition, c'est-à-dire le fait que toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption, selon la procédure de modification applicable au texte en question, ça demeure pas complété. Alors, ce que les demandeurs, le professeur et le sénateur Joyal demandent, ils allèguent que, en combinaison, les articles 16 et 55 exigent que cette version-là de 1990 soit adoptée, mais plus précisément que le gouvernement du Canada et les provinces ont une obligation d'abord d'entamer des pourparlers, ensuite d'échanger sur la justesse du texte, donc de s'entendre sur la version finale, et puis enfin de déposer pour l'adoption les résolutions constitutionnelles qui vont faire en sorte que ces textes-là puissent devenir plus que juste un rapport sur une tablette, mais bien la version officielle française de la Constitution du Canada. Alors, notamment, là, les demandeurs demandent à la Cour supérieure du Québec d'abord que la Cour déclare que le gouvernement fédéral enfreint les articles 16 et 55, que la Cour déclare qu'il existe cette obligation-là d'entamer des pourparlers, d'échanger sur la justesse du texte et puis de déposer pour adoption les résolutions constitutionnelles. Mais les demandeurs demandent également d'enjoindre le gouvernement à faire cela. Donc, pas juste une déclaration. Vraiment ici, la tentative de la démarche, c'est de mettre fin à cette impasse, de s'assurer qu'effectivement, on puisse avoir un article 55 mis en œuvre et qu'on puisse effectivement avoir une version française de la Constitution. Il y a ensuite des déclarations et des ordonnances similaires à l'égard du gouvernement québécois parce qu'évidemment, ici, la démarche n'est pas unilatérale. La solution implique tous les acteurs de la Fédération. Enfin, une chose intéressante aussi que les demandeurs demandent ici, c'est un remède un peu à l'affaire Doucette-Boudreau, c'est-à-dire on demande que la Cour demeure essentiellement saisie de l'affaire et qu'elle enjoigne le gouvernement fédéral de préparer et de communiquer à la Cour dans les 6 mois, puis ensuite à chaque 12 mois, un compte-rendu des mesures qui ont été prises afin de mettre en œuvre l'article 55. Parce que ce à quoi on fait face en ce moment, c'est essentiellement de l'inaction depuis la fin des années 90. Je vais juste regarder combien de temps. OK. Donc ça, c'est essentiellement en grande ligne le recours du sénateur Joyal et du professeur Larocque. Il y a un deuxième recours qui a été logé, mais cette fois-ci, la stratégie adoptée, c'est d'activer les leviers de la loi sur les langues officielles pour forcer la mise en œuvre de l'article 55. Donc ici, l'argument, les allégations, d'abord, il y a dans la loi sur les langues officielles, une loi quasi-constitutionnelle, une partie 7 qui énonce l'engagement du gouvernement fédéral
de favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada, d'appuyer leur développement, mais également un engagement du gouvernement fédéral de promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. Cet engagement-là, dans la partie 7 de la loi sur les langues officielles, est accompagné d'une obligation qui repose sur toutes les institutions fédérales, donc incluant le ministère de la Justice, de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre l'engagement. Alors, on est en droit de s'attendre que les institutions fédérales prennent des mesures positives, concrètes, pour mettre en œuvre l'engagement de promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais au Canada. Alors, la plainte de M. Marleau, essentiellement, allègue que l'absence des textes constitutionnels, l'absence de la version française des textes constitutionnels et le défaut de prendre des mesures pour régler cette lacune-là. En fait, ici, on n'observe aucune mesure, il n'y a vraiment aucune mesure qui est prise. Eh bien, cette circonstance-là enfreint la partie 7 de la loi sur les langues officielles. Le commissaire aux langues officielles juge la plainte fondée, et puis M. Marleau saisit la Cour fédérale en novembre 2020 et demande notamment, similairement, en fait, une déclaration que le ministère de la Justice contrevient, mais lui, pas à l'article 55 directement, mais bien à la partie 7 de la loi sur les langues officielles, en ne posant aucun geste pour faire adopter la version française des textes constitutionnels. M. Marleau demandait également à la Cour d'enjoindre le gouvernement, le ministère de la Justice, de poser ces gestes, de prendre ces mesures positives-là. Et puis enfin, similairement, une ordonnance qui forcerait le ministère de la Justice de préparer et de communiquer à la Cour, là, 6 mois et ensuite aux 12 mois, un compte-rendu de qu'est-ce qui a été fait depuis. Essentiellement, demander à la Cour de faire une gestion de cause continue jusqu'à ce que l'article 55 de la loi constitutionnelle de 1982 soit adopté. Bon, ça, c'est les deux procédures judiciaires qui tentent de mettre fin à l'impasse de la non-mise en œuvre de l'article 55. Il y a également une solution qui provient, elle, du législateur lui-même. Récemment, là, en mars 2022, une motion parrainée par le sénateur Dalphond a été adoptée par le Sénat. Et puis, cette motion-là, dans cette motion-là, le Sénat rappelle au gouvernement que la majorité des textes constitutionnels du Canada n'ont toujours pas de version officielle en français. Et puis, il demande au gouvernement d'ajouter à la loi sur les langues officielles une disposition qui exigerait que le ministère de la Justice soumette un rapport aux 12 mois, encore une fois, détaillant les efforts qui sont mis de l'avant, qui sont déployés pour assurer le respect de l'article 55 de la loi constitutionnelle de 1982. Cette demande-là, l'Association du barreau canadien l'a demandé, les organismes qui représentent les communautés de langue officielle en situation minoritaire l'ont demandé, le commissaire aux langues officielles du Canada lui-même a demandé ceci. Alors, peut-être qu'une façon de non pas mettre immédiatement fin à l'impasse, mais de créer l'incitatif pouvant mettre fin à l'impasse éventuellement, serait de modifier le projet de loi C-13 qui chemine en ce moment devant le Parlement canadien pour ajouter cette disposition-là que le Sénat demande solennellement au gouvernement d'ajouter. Alors voilà, moi, c'est tout pour ma présentation. C'est l'état des solutions existantes à l'heure actuelle pour mettre fin à l'impasse de la non-mise en œuvre de l'article 55 de la loi constitutionnelle de 82. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très éclairante là, qui montre l'histoire de cette partie qui est plus méconnue là, de la Constitution, sur les conséquences aussi du fait de ne pas avoir adopté une version française, puis sur les perspectives d'avenir aussi. Puis on pourra y revenir éventuellement dans la période de questions. Donc, si vous avez des questions sur la présentation de François et Darius, vous pouvez les écrire dès maintenant dans le chat, puis on va y revenir à la fin après la présentation de Karine Millaire. Donc, je vous présente Karine Millaire. She's a Shirk and QRSA postdoctoral fellow at Queen's Law. Since 2015, Karine Millaire has lectured extensively in public law, constitutional law, and federalism at the University of Montreal and Ottawa.
Prior to being invested full-time in research and teaching, she was a litigator for the Attorney General of Quebec, where she has practiced broadly in public law, constitutional and administrative. Donc, merci beaucoup, Karine, d'être avec nous. Puis, je vous cède la parole pour une présentation sur la section 36 de la Constitution. Merci beaucoup, Tiawan. Alors, c'est vraiment un honneur de participer à cette conférence aujourd'hui et j'aimerais débuter en remerciant grandement le comité organisateur de m'avoir permis de faire partie de l'événement. Today, I'm joining you from Kingston, Ontario, which is situated in Wendake Sud, a traditional territory of the Huron-Wendat First Nation, from which I'm proud to be a member and to belong, de la même façon, donc, dont je fais partie des nations québécoises et canadiennes. Kingston is also situated on the shared homeland of the Anishinaabe and Haudenosaunee people. Alors, je vais faire ma présentation essentiellement en anglais, également en français. Et ça me fera plaisir donc de répondre aux questions donc dans les deux langues. Today, like my colleagues, I will also address and overlook legacy of the patriation, section 36, which entrenched liberalization and commitments to the redistribution of fiscal resources to provide essential public services of reasonable quality to all Canadians. My presentation would focus especially on the federal transfers and the legal aspect of those transfers and the constitutional duty to negotiate and reach agreements regarding those transfers to fulfill the solidarity commitments entrenched in section 36. Et donc, cette question se pose dans le contexte actuel où les provinces et les territoires demandent une augmentation massive du transfert en santé. Alors, depuis la période qui a pris fin dans les années 60 et 70, où on avait des coûts partagés en matière de santé, on est maintenant à pas plus de 22% de la part du fédéral, ce qui serait insoutenable à long terme selon la plupart des analyses. Et donc, le Conseil de la Fédération demande une augmentation de participation du fédéral d'au moins 35%. Ce qui nous amène donc nécessairement dans un contexte de négociation de ces transferts. C'est donc ce qui est la prémisse de mon analyse de l'article 36, qu'on a souvent peu étudié parce que finalement, assez rapidement, après le rapatriement, on s'est dit que c'était peut-être tout simplement un engagement de principe, un engagement politique qui n'avait peut-être pas de force légale. Et aujourd'hui, donc, l'objectif de ma présentation est de revenir sur cet élément et de démontrer la force normative de l'article 36. So the Canadian Federation has a long tradition of solidarity and resource sharing that goes back to the foundation of the country. Federal transfers have always been a necessity, given structural features of the Constitution regarding taxation powers. The general principles of equalization and distribution were not new at the time of the patriation, but the written commitments entrenched in Section 36 are deliberate choices resulting from a political compromise. On one side, Prime Minister Trudeau wanted to provide a legal basis for the spending power, allowing the federal government to set national standards regarding Medicare, for instance. Et de l'autre côté, les provinces qui venaient tout juste de souffrir de coupes très importantes dans les transferts fédéraux dans les années 70, souhaitaient vraiment avoir un engagement formel de la part du fédéral qu'on continuerait à financer ce service public, notamment en matière de santé, qui n'aurait pas vu le jour sans l'intervention d'Ottawa et du pouvoir de dépenser. And so in this context, we can say that Section 36 was for the province and territories a promise of solidarity. And so it provides first commitments to promote equal opportunities, without altering the legislative authority of Parliament or of the provincial legislatures or the rights of any of them with respect to the exercise of their legislative authority. Parliament and the legislatures, together with the Government of Canada and the provincial governments, are committed to A,
promoting equal opportunities for the well-being of Canadians. B, furthering economic development to reduce disparity in opportunities. And C, providing essential public services of reasonable quality to all Canadians, which is the basis, this first paragraph, of federal transfers. And the second paragraph entrench the principle of equalization payments. Shortly after the repatriation, Peter Hogg, and then also other scholars that have followed Professor Hogg, condemned severely Section 36 as being too vague and too political to ground legal obligations. For decades after the repatriation, many experts now agree that Section 36 is a ground and a limit of the federal spending power regarding the specific fulfillment of the commitments that are entrenched. There's also a general agreement now that Section 36 is a genuine constitutional and legal obligation that could be sanctioned by courts. But the question remains as to how courts could sanction, especially a paragraph 36(1)(c), with respect to the separation of powers. By now, scholars have mostly considered the issue from the perspective of the enforcement of the substantive objective. This position is facing, of course, the objection of courts' limitation regarding intrinsically political matters. And then in this context, my proposition captures the issue from a different angle. I focus on the process, the constitutional framework that must govern federal partners in fulfillment of Section 36 commitments. And since the secession reference of the Supreme Court, we know, it is clear that courts can define such constitutional framework. So I heard that Section 36 grounds a constitutional duty resting with both the federal and provincial governments to negotiate transfers in fulfillment of the solidarity commitments. By now, has never been clear conclusion of court. Section 36 is justiciable, but we have a few arbitraire dictums of courts of appeal. And for instance, the Nova Scotia Court of Appeal in Cape Breton is especially interesting. So the original municipality of Cape Breton was notoriously economically depressed. And the question was whether Cape Breton was entitled to a declaration stating that the province was in a breach of its constitutional obligation to take appropriate steps to alleviate this disparity, given the federal equalization funds it received for this specific purpose. The court held that Section 36 has a binding effect only between governments and not municipalities. But the court also said that Section 36 may indeed be justiciable in certain contexts. That both paragraph 36(1) and 2 entrench constitutional commitments, and the keyword committed is an obvious indication of constitutional responsibilities. The use of the verb s'engager in the French version also supports the conclusion. And the court concluded that the idea that Section 36 would be only a statement of aspiration without any legal ground must consequently be rejected. Section 36 is not too wide and too political to be justiciable for many reasons. First, entrenching ideals of political morality is the reality of constitutional drafting, such as in the case of the rights and freedoms generally defined in the Canadian Charter. If we consider, for example, the right to the equal protection and equal benefit of the law entrenched at Section 15, or a Section 1 standard according to which the rights and freedoms set out in the Charter are subject only to reasonable limits prescribed by law, as can be demonstrably justified in a free and democratic society, we can conclude that these provisions are no less object of interpretation by courts
than expressions such as promoting equal opportunities, reduce disparity, or, which is even more mandatory, given the wording, providing essential public services of reasonable quality. If we also look at the historical background regarding the adoption of Section 36, it is from, I would say, an originalist perspective. It is clear that regarding Trudeau's vision for Section 36 was not only to entrench a provision that would not be binding, and for the provinces as well, given the uncertainty of transfers that they were experiencing during the years preceding the patriation. In their case as well, the intent was clearly to implement a binding provision. If we focus now more on the living tree arguments, which is the core of my analysis, it's actually now, for the case after the patriation, it's no longer controversial to affirm that unwritten constitutional principles, even if they are wide and political by nature, they have genuine legal normative force. It has been reaffirmed by the Supreme Court in many cases, such as in the case of the secession reference. And so we will see briefly how those four principles identified in the reference, federalism, democracy, respect for minorities, constitutionalism, and the rule of law, are also relevant to interpret Section 36. First, federalism. So if we look at the case law of the past decades, in which the Supreme Court relied on the principle of federalism, there are two main conclusions that can be highlighted. First, federalism must lead to reject unilateralism when the interests of the other federal partners are at play. In the context of the patriation, the resolution to amend the Constitution, as well as in the context of a hypothetical secession of a province, the Supreme Court held that the principle of federalism supports constitutional conventions precluding both the federal and the provinces to amend the Constitution unilaterally. Federalism commands duties to negotiate and seek mutual consent. Second, and this is really interesting because here we are working from a written provision, Section 36, between two possible interpretations of a text. The one favoring trust of the federal partners must be chosen, such as it was the case in the Supreme Court Act reference, in which the Supreme Court explicitly held that when we interpret the constitutional text, we must choose the reading enhancing the confidence of the federal partners. And it's interesting because from the time of the resolution to amend the Constitution, where a consideration of legitimacy were only the basis of constitutional conventions, now we had moved to a period where, in the Supreme Court Act reference, consideration of legitimacy have conferred a legal and enforceable normativity here. And as the court said, actually, the correct interpretation of a provision pertaining to a historical federal arrangement or institution must protect both the functioning and the legitimacy of such arrangements. In our case, the avoidance of unilateral and unconsent action affecting the powers and the other federal partners is an underlying imperative to maintain the confidence in the federation. Shortly on democracy, together with federalism, it commands the respect of constitutional powers of these two levels of governments, obviously. Et donc, c'est-à-dire à la fois le respect des compétences provinciales,
que le respect de ce pouvoir et de cette possibilité qu'a le fédéral d'intervenir via le pouvoir de dépenser pour pouvoir finalement satisfaire ses engagements de solidarité en vertu de l'article 36. Donc, ça nous met dans cette même tension entre les deux pôles qui nous mène vers cette obligation de négocier. De façon similaire, avec le principe donc de respect des minorités, respect for minorities, can then support target federal interventions to ensure equal opportunities and access to public services for all individuals. Minorities must also be understood in light of the principle of federalism. As we know, it also protects minority communities, such as indigenous and linguistic communities that can form the majority within a particular province, comme c'est le cas donc au Québec, ce qui justifie donc à la fois une intervention ciblée pour des minorités via le pouvoir de dépenser de la part du fédéral, mais également une différence et un respect toujours fondé sur le principe du respect des minorités en ce qui a trait donc aux communautés minoritaires. And we know for sure that the principle of federalism, democracy, respect for minorities, constitutionalism, and the rule of law run a constitutional duty to negotiate among all the federal partners in the case of a vote favorable to the secession of the province. There are good reasons to insist on the exceptionality of a situation in which a referendum could force discussions on constitutional amendments. But the Supreme Court analysis in the secession reference can well inform our understanding of the ordinary law of the Federation. C'est une suggestion donc de différents experts, et notamment Jean-François Gaudreau-Desbiens, pour qui there is a strong argument to make according to which federal actors are under a similar duty to act in good faith and to take into consideration the rights and interests of each other in many contexts. The opposite view, actually, according to which federal actors would not be under any duty of the kind, not even a procedural obligation, seems at odds with the core of the federal idea. Finally, the rule of law commends two things. First, that paragraph 36.1 must be recognized as a genuine constitutional norm. And two, there must be practical and justiciable consequences to this normativity. Et donc, Peter Hogg, lorsqu'il affirme que l'article 36 n'était que directif et non pas impératif, il le fait avant qu'on puisse bénéficier notamment des enseignements dans le renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, où la Cour suprême a été très claire, donc sans indication spécifique à cet effet, les dispositions enchâssées dans la Constitution sont impératives et non directives. Et donc, la comparaison est intéressante avec les droits linguistiques et la jurisprudence que mes collègues connaissent beaucoup mieux que moi, mais parce qu'en fait, comme l'article 23 de la Charte qui garantit l'enseignement dans la langue de la minorité, l'article 36, même s'il n'est pas enchâssé dans la Charte, constitutionnalise des obligations financières, qui ont des conséquences financières positives de la part des gouvernements. And beyond the absence of relevant authorities to support the distinction between imperative and directive obligation in Canadian constitutional law is the harm that would be done to the supremacy of the Constitution and the rule of law if we would consider that a provision on in-space mandatory would be liable directory only on the ground that up to conclude otherwise would lead to serious general inconvenience. Phil, rapidement, j'aimerais ajouter donc qu'il y a la comparaison avec les droits linguistiques est toujours intéressante en ce qui a trait notamment avec l'affaire Conseil francophone de la Colombie-Britannique où on a vu que les priorités budgétaires ou cette discrétion budgétaire d'un gouvernement ne pouvait pas être un objectif légitime pour pouvoir justifier une restriction à l'article 23 qui protège donc l'enseignement dans la langue de la minorité.
Et c'est intéressant, et c'est le dernier commentaire que je vais faire ici en ce qui a trait à la rule of law. C'était cette idée, et cette idée qu'on connaît bien donc en matière de droits sociaux et économiques, mais ici, donc en matière de prestation de services publics, que ce soit en éducation, en matière donc de droits des francophones, ou que ce soit en matière de santé, les provinces ne peuvent pas échapper à leurs obligations financières ou même à leurs obligations, donc en vertu, par exemple, de l'article 7 de la Charte canadienne qui protège les droits à la vie et à la liberté de la personne. Et on a vu que si finalement on n'a pas les ressources suffisantes pour pouvoir soutenir un système de santé, comme dans le cas de Shaoli au Québec ou dans le cas de Cambie en Colombie-Britannique, bien finalement, les choix législatifs qui sont faits par les parlements pourront être déclarés inconstitutionnels. En contrepartie, et ces dispositions ne sont certainement pas directives. Donc, en contrepartie, la disposition à l'article 36 qui prévoit le financement et la redistribution de la richesse est également nécessaire. Donc, si on adopte une approche systémique. Conclude, so I have submitted this idea that Section 36 and Paragraph 1C, especially of the Constitution Act 1982, grounds a constitutional duty to negotiate federal transfers to provide essential public services of reasonable quality to all Canadians. So two things. And we can talk more about it if we have time after. So there's a fundamental distinction with this proposition and the negotiation to force an amendment to the Constitution and abolish fiscal solidarity commitments, for example, such as the case of Alberta referendum. In our case, we're more talking about for a provision that is already entrenched in the Constitution. And second, I think that my proposition is a minimum, actually, a minimum regarding the necessary consequences of the legal normativity of Section 36 that is coherent with the current case law regarding the separation of powers. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ultimement, les tribunaux ne pourraient pas aller encore plus loin et rendre des conclusions encore plus contraignantes en ce qui a trait donc au respect de l'article 36. Alors, Tiaweng, thank you, merci. Merci beaucoup, Karine, pour ce tour d'horizon très complet de l'article 36. On a déjà des questions de l'auditoire pour Darius et François. Je vous invite à en poser également à Mme Karine Millaire. On a environ 5, 6, 7 minutes pour les questions, donc je vous inviterai à être relativement bref dans vos réponses. La première question va comme suit. Est-ce que, selon vous, l'article 55 crée l'équivalent d'une obligation de négocier contraignante entre les partenaires fédératifs pour s'entendre sur une version française de ces textes? Alors, je vais commencer. François, tu peux compléter, là. Mais oui, quand j'ai survolé l'argumentaire qui est mis de l'avant, mais effectivement, ce que le professeur Larocque et le sénateur Joyal allèguent et demandent comme ordonnance, c'est effectivement non seulement une obligation de négocier et d'initier la négociation pour le fédéral, mais il y a également tout le volet, le corollaire provincial de participer à cette négociation-là. Alors, effectivement, la promesse constitutionnelle de l'article 55 en 1982 implique tous les acteurs de la fédération. And if I might just add, not only do we believe that there is here an obligation of conduct, right? The duty to negotiate is an obligation of conduct. There is also, in my view, an obligation of result that is strictly on the face of Section 55. These versions must be enacted. That's what the section provides. So it's more than just a duty to negotiate. It's a duty to achieve. Merci. On a une deuxième question pour Darius et François, puis ensuite, je vais en avoir une pour Karine. Donc, quel sera l'impact du jugement récent sur la nomination de la lieutenant-gouverneur unilingue du Nouveau-Brunswick sur l'affaire relative à l'article 55? Bien, si je peux commencer encore, François, ça te convient?
OK. Comme dans le contexte de l'article 36, dans le contexte de l'article 55, on pourrait imaginer que le gouvernement va peut-être vouloir alléguer, répondre que la question est non justiciable. Bon. Ça va être difficile pour l'article 16 de faire cet argument-là, évidemment, mais ce que la Cour du banc de la Reine, la juge en chef, a annoncé dans la décision sur la nomination de la lieutenant-gouverneur, c'est que la Constitution, c'est important. Et puis, on ne peut pas juste s'en sortir avec des questions de justiciabilité, là. Quand le gouvernement pose des gestes, il doit respecter la Constitution. Alors, je pense que c'est un bon précédent pour résister à des arguments de non-justiciabilité, éventuellement. Merci. François, est-ce que vous vouliez ajouter? Non, ça va. La prochaine question. Donc, voyez-vous un parallèle entre l'article 36 et l'article 23 de la Charte? S'agit-il d'un compromis typiquement canadien, c'est-à-dire de la reconnaissance dans le texte de la Charte lui-même de droits économiques et sociaux, contrairement à certaines idées reçues à l'effet qu'il n'y aurait pas de tels droits dans le texte de la Charte, dont les bénéficiaires ne sont pas les justiciables eux-mêmes directement, mais plutôt les communautés dont ils et elles sont membres, c'est-à-dire les provinces, les minorités linguistiques? Est-ce que j'ai lu ça trop vite ou ça va? Je vois deux éléments là. Hein. Il y avait le premier élément sur la question donc du compromis socio-économique et le dernier élément donc sur la représentation au niveau des communautés. Je trouve la question très, très intéressante parce que je n'ai pas eu le temps d'insister beaucoup sur la dimension historique. Parce que, bon, au niveau de la primauté du droit, on n'a pas forcément besoin d'aller rechercher là, dans les discussions historiques en détail le fait qu'il y ait eu un compromis pour justifier que maintenant, c'est bien dans la Constitution. Mais oui, c'était là, cette préoccupation donc bel et bien cette dimension économique. À l'époque, il faut voir là, qu'en réalité, ce n'est pas un problème récent, cette disparité au niveau des ressources fiscales hein, entre le fédéral et les provinces. C'était déjà présent, cette institution, en raison donc, des pouvoirs de taxation qui sont très différents entre les niveaux. Et comme c'était déjà présent, on avait même déjà des dispositions en 1867, on était déjà dans un contexte avant le rapatriement où on devait finalement moderniser l'engagement, mais il est très clair qu'on voulait attacher ensemble cette question du pouvoir de dépenser et d'amener des standards nationaux en matière de services publics qui devaient être respectés et cette question socio-économique. Donc, oui, on voulait absolument que ce soit contraignant. Et en même temps, il y avait toute cette tension, oui, au niveau du respect des choix des communautés locales. Hein, qui s'est traduit beaucoup donc avec, bon, évidemment, le respect des choix des provinces dans le partage de leurs compétences, mais on pourrait même aller plus loin. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des arguments qui ont été avancés, même pour dire, comme l'article 36, l'engagement est pris de la part des gouvernements fédéraux et provinciaux, mais ça s'adresse à tous les Canadiens, dont les communautés autochtones. Et donc, des arguments ont été avancés pour dire qu'effectivement, au niveau des communautés autochtones aussi, donc, il y aurait cet engagement de devoir donc atteindre ce standard de service public, ce qui nous amènerait donc à la tension de forcément devoir le négocier aussi avec la communauté, avec le gouvernement autochtone. Alors, je pense que oui, bien sûr, il y a cette tension, elle est très présente au niveau de la protection au niveau de la protection de l'autonomie des communautés. Et vraiment, ce qui est à retenir, c'est qu'on voulait de part et d'autre que l'article 36 soit contraignant à l'époque. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions, puis je vois que c'est le temps de conclure la séance. Là. On a rempli l'heure, on a bien rempli l'heure, je crois. Donc, je vous remercie pour vos présentations. Je remercie aussi le public pour des questions très pertinentes, très stimulantes. Puis, je vous invite à consulter la programmation, puis à suivre le prochain panel. Bonne fin de journée tout le monde. Merci encore une fois à la conférencière et aux conférenciers. Merci.